Bonjour à toutes, bonjour à tous. مرحبا بكم معنا dans le 12-13 de Média 24. Ramadan Moubarak Saïd, الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة. Aziz Bousta est toujours là, fidèle au poste. Salut Aziz. Salut Adil. Comment il va? Va bien. Très très bien. Alhamdoulilah. Un programme chargé et de qualité, on l'espère en tout cas pour cette émission, première émission ramadanesque. D'abord, zoom sur l'actualité industrielle récente. Après les moteurs d'avion, le Maroc s'apprête aussi à produire des trains d'atterrissage. Une cérémonie officielle présidée par le roi Mohamed VI est tenue vendredi dernier au Palais Royal de Casablanca. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mzour, y était présent. Aujourd'hui, il est sur le plateau du 12-13 pour nous en parler. Nous recevrons également ensuite quelqu'un qui fut ministre lui aussi il y a quelques années avant de quitter la scène politique et de se consacrer pleinement à ses affaires. Monsef Belkhiat nous dira comment son groupe H&S Group compte générer 10 milliards de dirhams de chiffre d'affaires en 2026 et pourquoi il prévoit aussi 6 introductions en bourse d'ici 2030. Et puis la traditionnelle chronique de la semaine, l'œil de Aziz Bousta en fin d'émission. Voilà donc le programme de cette émission. On commence par le sujet à la une. Et c'est incontestablement donc l'actualité économique et industrielle majeure de la semaine. Accompagné du prince héritier Moulay Hassan, le roi Mohamed VI a présidé vendredi dernier au Palais Royal de Casablanca la cérémonie de lancement du projet de réalisation à Nouasser, à Casablanca, d'une usine de production de trains d'atterrissage du groupe Safran. Un investissement de près de 3 milliards de dirhams qui fait suite à l'annonce en octobre 2025 d'un complexe industriel moteur de 3,4 milliards de dirhams du même équipementier aéronautique. En quelques mois donc, le Maroc a franchi 2 caps décisif, les moteurs d'avion et désormais les trains d'atterrissage, deux composants parmi les plus sensibles et stratégiques de l'aviation civile mondiale. Et pour nous en parler, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mzour. Bonjour. Bonjour Adil et merci de me recevoir. Marhaba bik معنا sur le plateau de Média 24, du 12-13 de Média 24. On a plein de sujets à aborder avec vous aujourd'hui. Marhaba, et d'abord je voudrais souhaiter à vos auditeurs et vos téléspectateurs Ramadan Moubarak Saïd à mon tour. Très bien. On a plein de sujets à vous poser aujourd'hui avec Aziz Bousta. Et j'aimerais commencer directement, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est l'actualité industrielle et économique récente qui nous intéresse. Pourquoi ce site industriel, ce nouveau site industriel de Safran, dédié donc au train d'atterrissage, est-il aussi important que le complexe moteur lancé et annoncé officiellement en octobre dernier? D'abord, intuitivement, on a besoin d'un moteur pour décoller et pour voler, on a besoin d'un train pour atterrir. Oui. Et donc, c'est l'une des pièces les plus critiques de l'aéronautique, puisque elle garantit la sécurité des passagers, elle a des complexités en matière technique, en matière physique, en matière de contraintes physiques, en matière de contraintes hydrauliques, et c'est la pièce de référence de sécurité d'un avion. Et donc c'est un pas extrêmement important. On ne fait confiance qu'à de très rares experts et spécialistes pour intervenir déjà dans la production et dans la maintenance de ces trains. C'est une montée en gamme non seulement en termes de qualité, en termes de technicité, mais aussi en termes de confiance dans la capacité technologique et dans la rigueur de la chaîne de production marocaine. Alors aujourd'hui, c'est 4 mois après les moteurs, nous sommes extrêmement fiers de voir que nos jeunes talents, pour la plupart issus de la formation professionnelle que Sa Majesté a bien voulu mettre en place et élargir et encourager et soutenir et suivre de manière effective, puissent être les artisans de la sécurité de l'avion le plus vendu au monde. On parle de 700 emplois pour ce site industriel en particulier. Oui, effectivement. Alors ça n'est que le côté émergent de l'iceberg. Quand on a une locomotive comme celle-là sur une pièce aussi technique que le train d'atterrissage qui amène 500 emplois, ça a des effets bien sûr induits puisqu'il y a un ensemble de fournisseurs. Je vous rappelle que ce sera le complexe le plus important au monde de production de trains d'atterrissage. Et donc, ça attire une kyrielle de fournisseurs et d'expertise autour. Donc, l'effet multiplicateur sur l'écosystème attendu
et de 4 à 5. Donc ça, c'est d'une part au niveau de cette pyramide-là. Mais au-delà de ça, l'attractivité que ça crée pour notre pays, la validation de l'évolution et de la maturation et technologique et compétitive et de rigueur de notre écosystème industriel font que ça donne une image extrêmement positive et ça attire des investissements de plus en plus complexes et de plus en plus évolués technologiquement. Et je pense que la partie la plus importante, c'est celle-là. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup vu des investisseurs qui venaient nous voir au Maroc et qui disaient on va commencer doucement par des choses simples, par des choses pas trop compliquées, le temps d'apprendre. Et ben aujourd'hui, quand on démontre qu'on sait faire des réacteurs et quand on démontre qu'on nous fait confiance pour faire des trains d'atterrissage, la discussion est autre. Alors, on va revenir sur l'impact de cette annonce sur l'écosystème aéronautique dans sa globalité. Et l'écosystème industriel de manière absolument, globale. Absolument. Mais j'aimerais vous poser une dernière question concrète sur ces... Je ne pensais pas que l'émission était déjà terminée. Non, non, pas encore, pas encore. Les moteurs et les... J'ai entendu dernière question. Non, non, une dernière question avoir des problèmes sur ce premier point, sur ce site industriel. Les moteurs et les trains d'atterrissage, est-ce qu'ils seront simplement assemblés chez nous ou est-ce qu'ils seront produits localement avec une vraie maîtrise industrielle? Il y aura une vraie maîtrise industrielle. Bien évidemment, tout ne sera pas produit ici, dans un premier temps, et même dans un deuxième temps. Il y aura de l'usinage de pièces qui seront assemblées ici. Et puis, ce sera évolutif. Ça veut dire, au départ, on démarrera avec l'usinage de petites pièces. Et puis, au fur et à mesure, on aura des pièces de plus en plus grandes, puisque on ne peut pas, du jour au lendemain, acquérir toute la compétence sur chaque pièce. Moi, ça me pose problème, vous voyez, monsieur le ministre, parce que je me demande à chaque fois pourquoi... J'aimerais bien avoir des problèmes comme ça. Oui, mais il faut être ambitieux, Le Maroc a changé de dimension. J'aimerais bien avoir autant de problèmes comme ça. Moi, ce qui me pose le plus le problème dans l'industrie de manière globale, c'est pourquoi le transfert de technologie ne se fait pas d'une manière automatique ou systématique ou prend du temps, quelle que soit l'industrie en question. Mais alors, tout cela est très très simple, parce que c'est un domaine, celui-là en tout cas en particulier, le train d'atterrissage, nous n'avions aucune expérience, soit dans la production, soit dans la maintenance. Donc il faut construire le pipeline de talents, il faut que ces talents apprennent, il faut que ces talents soient certifiés, by the way, pour commencer à faire des pièces. Vous savez, on a commencé par dire que c'est un élément critique et sensible. Donc nous certifions des talents sur la partie assemblage, nous certifions des talents sur la partie pièces au fur et à mesure de leur complexité qui vont rentrer dans cet assemblage, et ça demande du temps et de l'expérience. Et vous comprendrez très bien que ce qui supporte la vie de 200 passagers dans un avion exige une certaine maîtrise, une certaine validation, des certifications quand on commence à fabriquer les pièces qui composent ce train. Donc l'aéronautique, c'est une affaire sérieuse, c'est une affaire de vie humaine, et c'est une affaire qui demande un peu de temps. Je ne parle pas de décennies, je parle de 3, 4, 5 ans. Après, il y a un deuxième aspect par rapport à ça qu'on est en train d'essayer de traiter sur le lead time de l'intégration globale. Le deuxième aspect, c'est l'aspect acquisition de machines. Comme vous le savez, ces sites industriels ont besoin de machines assez spécifiques et assez complexes. Aujourd'hui, pour l'instant, j'allais y venir, jeune homme, j'allais y venir. Laissez-moi juste le temps de m'exprimer, ça va très bien se passer. Vous aussi. J'espère. En tout cas, je fais tout pour. Au-delà de ça, donc il y a un lead time sur les machines. Sur certaines machines, il y a un lead time de 4 à 5 ans. Et nous sommes en train de travailler avec le groupe Safran pour réduire ce lead time en fabriquant les machines ici. Donc, ces machines elles-mêmes devant être validées. Donc, nous allons faire un premier prototype. Nous sommes déjà engagés ensemble à faire un premier prototype de la machine la plus complexe qui est attendue, bien sûr, pour commencer par le haut. Et je suis sûr que ça va vous faire plaisir. Pour pouvoir la tester, la valider, parce que c'est encore une affaire sérieuse par rapport à sa précision, par rapport à ses capacités, la faire évoluer s'il le faut, pour pouvoir la généraliser et gagner du temps, et les faire gagner en compétitivité pour que même l'équipement de leur usine puisse profiter de la compétitivité et de l'intelligence marocaine. Vous vous êtes fixé un délai pour cette machine la machine, je démarre le projet à partir de vendredi. D'accord. Voilà. Et le délai, donc? Alors, il va falloir regarder sa complexité, puisqu'on vient de signer et on vient de discuter sur la possibilité de réduire ces délais. Je vais vous donner un exemple. Quand on a fait une machine 5 axes de même type,
avec moins d'exigences sur le produit, parce que c'était une machine pour faire des connecteurs. On l'a faite en 4 mois, design compris. Très bien. Aziz? Jeune homme. C'est Riyad Messour. Bonjour. Ça va? Très bien, et toi? Ça va. Vous parlez de pipeline de talent, vous avez développé un pipeline d'éloquence. Vous parlez très bien de vos projets, mais qu'est-ce qui a fait que Safran vienne chez nous? Vous parlez de capacité technologique, est-ce que c'est pas tout simplement un atout géographique ou un atout salarial ou un atout de quelque chose? Qu'est-ce qu'on a gagné? Pourquoi ils viennent chez nous? Pourquoi ils vont pas en Espagne, par exemple? Alors, on était en concurrence. D'abord, je ne parle pas de mes projets, je parle de nos projets, puisque ce sont des projets... Non, quand je dis vous êtes le ministre qui appartiennent à tous les Marocains et à leur tête Sa Majesté qui a bien voulu présider cette signature et ce qui lui a donné une force et une symbolique importante. Aujourd'hui, on était d'abord en concurrence avec 2 pays, et 2 pays extrêmement compétitifs, extrêmement intéressants, qui ont mis le paquet pour avoir... On peut les connaître pour avoir ce projet. C'est aussi simple, c'est la Roumanie et le Portugal. D'accord. On a fait le travail. Alors, de ce que j'ai compris de pourquoi on a été choisi, même si on a présenté nos arguments, on a été choisi pour 3 raisons. La première, c'est qu'on a une certaine stabilité par rapport à ce qu'on construit. Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, le Maroc a démontré qu'il a une stabilité politique, qu'il a dans ses politiques publiques, notamment au niveau de l'industrie. Les Roumains et les Portugais aussi, ils ont une stabilité politique. C'est pas la même chose dans les directions stratégiques majeures pour industrialiser, pour désindustrialiser, pour enlever ce type d'énergie, pour changer la fiscalité. C'est pas du tout la même chose puisqu'elle évolue, comme vous le savez, au gré de certains changements de majorité. Donc nous, on a une certaine stabilité. Ça veut dire que c'est des secteurs qui construisent, quelle que soit l'évolution, les uns après les autres, et qui cumulent la construction et qui respectent les engagements pris par leurs prédécesseurs. Le Maroc, dans le secteur industriel, a construit de manière accumulative. Et ça, ils apprécient. Et comme c'est une relation de 25 ans, Safran a démarré là il y a 25 ans, ils ont apprécié cette continuité dans l'évolution, dans l'accompagnement, etc. Donc la stabilité est là, elle est visible pour eux, elle est pratiquée. Elle n'est pas affichée ou ça n'est pas une évaluation d'une quelconque organisation internationale. La deuxième des choses qui était importante pour eux, c'est la dynamique. On est un pays qui est en pleine dynamique, en pleine évolution, qui n'est pas en désindustrialisation, qui est en train de s'industrialiser, qui est en train de s'armer, qui est en train de faire les efforts pour s'améliorer. Donc on est un pays dans une dynamique positive, avec une énergie positive, avec une force motrice qui va vers le haut. La troisième, c'est les talents. Nous avons un réservoir de talents extraordinaire, ce qui surprend certaines personnes qui passent leur temps à critiquer notre système éducatif ou à l'évaluer avec leurs critères. Mais nos talents sont... Et il est critiquable quand même, le système éducatif. Oui, tout est critiquable. Moi-même, je suis critiquable et j'accepte la critique. On n'ira pas jusque-là. Non, vous pouvez y aller. Et je répondrai à vos critiques avec plaisir et je les accepterai. Je les accepterai pour m'améliorer. Mais au-delà de ça, nos talents sont de vrais atouts. Vous savez, je suis très fortement surpris par ce décalage de discours entre ce que j'entends à l'intérieur, avec les analystes, avec même les opérateurs économiques nationaux, et ce que j'entends de la part des investisseurs internationaux. On a de vrais talents, motivés, extrêmement doués, à tous les niveaux, et extrêmement compétitifs. Dans toutes les usines qu'on met en place, et les centres d'ingénierie qu'on met en place, on atteint très rapidement des niveaux de compétitivité de classe mondiale. Mais vous avez posé une question, non, mais vous avez répondu. Vous avez répondu vous trouvez que j'y ai répondu, donc ça va, tout va bien. Pour moi, c'est parfait parce que le temps passe. Oui. Est-ce qu'il y a une mesure, vous parlez de talent, vous parlez de compétences, vous parlez de notre technologie, etc. Est-ce qu'il y a un critère pour mesurer ça, et peut-être que ce critère serait les brevets. Alors, on va pas parler d'aéronautique parce que c'est quand même un métier nouveau chez nous, mais on va parler de la voiture, l'automobile. Ça remonte à il y a 15-16 ans. Combien on a développé de brevets? Combien on a développé vous serez surpris. Il y a 2 étapes dans l'acquisition technologique.
Il y a des étapes qui est la partie appliquée, qu'on appelle les dessins industriels, qu'on dépose. Et il y a l'étape brevet, qui sont les inventions de rupture classiques. Alors le Maroc est dans le top 5 mondial par rapport au PIB. Je relativise. Oui. Voilà. Il faut être bien de relativiser. C'est important de relativiser. C'est une précision importante par rapport au PIB. Oui. Et dans le top 5 mondial en dépôt de dessins industriels par rapport au PIB. Donc nous avons une capacité à acquérir la technologie et à la mettre en place. Et ça, c'est déjà une étape d'évolution. C'est des étapes par lesquelles sont passés le Japon, la Corée, à des moments, même la Chine, à des moments de transition technologique et d'émergence. Donc c'est un signe extrêmement positif. Après, effectivement, dans la partie recherche fondamentale et recherche de rupture, on n'y est pas encore. C'est une évolution que nous soutenons, que nous appuyons. C'est pour ça qu'on a mis en place le fonds de soutien à l'innovation pour appuyer et le transfert technologique, parce qu'il ne faut pas renoncer à ça. L'important, c'est d'acquérir, de comprendre, de savoir travailler avec, de maîtriser les outils avant de commencer à utiliser ces outils pour en créer de nouveaux. Donc, notre bataille aujourd'hui, c'est de généraliser cette capacité à acquérir et à maîtriser les outils pour faire des objets, pour créer de nouveaux objets. Et nous sommes assez fiers de cette évolution. C'est vrai qu'elle n'est pas clinquante. C'est vrai que on peut légitimement aspirer à mieux, et on aspire tous à mieux, mais on y travaille. J'aimerais revenir sur l'industrie aéronautique, et quand on parle de l'écosystème de l'industrie... Excusez-moi si je suis un peu long dans mes réponses. Non, mais on a le temps, tout le temps qu'on a pour poser toutes les questions, et si on déborde, ce n'est pas grave, parce qu'on ne vous a pas tous les jours, donc on va en profiter au maximum. J'aimerais revenir sur l'industrie aéronautique. Ce qui compte pour notre écosystème local, c'est le taux d'intégration au niveau local. La question se posait également pour l'industrie automobile. Aujourd'hui, quel est le taux d'intégration réel de notre écosystème aéronautique marocain? Et automobile aussi, finalement. Alors, encore une fois, c'est un chiffre important. Plus important sur l'automobile que sur l'aéronautique, parce que sur l'automobile, il a un avantage. Si on est à plus de 70, aujourd'hui, on doit être à 71%. Si on est à ces niveaux-là, c'est autour d'un seul programme. Ça veut dire que je suis à 71% pour les voitures que je fabrique ici. Quand c'est l'aéronautique, les programmes sont dispersés. Donc on peut être à 44 ou 45%. Avec les moteurs, on sera probablement à 52, 53. Avec le train d'atterrissage, on sera pas loin de 60. Mais c'est sur des programmes diversifiés. D'où l'ambition affichée d'aller vers un programme unifié d'assemblage final d'un avion qui décolle du Maroc, ce qui va nous donner un effet accélérateur pour attirer tous les opérateurs et tous les fournisseurs. D'où la phrase que vous avez prononcée il y a quelques mois de cela, que le Maroc ambitionne de fabriquer localement un avion 100% marocain. Alors on était parti dessus, avec le fameux A220, on commençait à avoir le fuselage avant, le fuselage arrière, on est en train de travailler sur le fuselage central, on avait l'avant de l'avion, on avait les commandes, on travaillait sur la partie câblage, bien évidemment, c'est par là qu'on a commencé. Les trains arrivaient, on avait signé avec Pratt, qui est le motoriste du 220, pour venir ici pour travailler. Donc on avait cette idée-là. Il se trouve qu'entre-temps, l'avion le plus vendu au monde aujourd'hui, c'est l'A320, et il y avait des besoins de ramp-up en termes de pièces pour l'A320. Donc on ne va pas refuser un moteur. Oui. Donc le moteur qui est arrivé, le premier moteur qui est arrivé, c'est un moteur pour un autre avion, qui est le plus vendu au monde, ça tombe bien. Le train qui est arrivé, c'est le train pour un autre avion. Donc je dois encore faire un travail pour reconfigurer et réfléchir vers un programme qui soit le 320 ou le 220. Mais ça reste toujours, et tant mieux si c'est le 320 d'ailleurs, mais ça reste toujours une ambition légitime de notre pays, avec des capacités assumées, existantes, de attirer un programme complet locomotive, comme je vous l'ai dit. Le moteur est un programme locomotive en soi. Donc il va attirer des fournisseurs. Le train est un programme locomotive en soi. Mais si on a tout l'avion,
C'est oui. jackpot. Oui, c'est mieux. Et rapidement, justement, pour poursuivre sur cette même question, on parle de moteurs et de trains d'atterrissage. Dans un avion, dans l'industrie aéronautique, au-delà de ces deux segments qui sont très importants, le moteur pour décoller, effectivement le train d'atterrissage pour bien réceptionner l'avion, quels sont les autres segments stratégiques Qui nous manquent. Oui, qui nous manquent et qui sont importants pour nous. La queue. Dans le cockpit, on sait faire des cockpits d'avions plus petits. Ou là, qu'on assemble la série, on assemble, on ne fait qu'assembler finalement. C'est ça qui dérange un petit peu. On ne fait qu'assembler, on reçoit des pièces, on les assemble et on les fait. Quand on parle de taux d'intégration de 60, 70, 50%, on reçoit les décès industriels, vous en avez parlé, c'est très bien en matière de PIB, en matière de... Mais on les reçoit pas, on les fait. Mais au-delà de ça, on assemble, oui. Certaines choses, on les assemble. D'autres, on les travaille. D'autres, on les fait. Encore une fois, moi, je prends tout ce qu'il y a à prendre, et une fois que je l'ai pris, une fois que j'assemble, améliore. Je ramène celui qui fait. Parce que, au lieu de la ramener de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'autre côté de la pièce, celui qui assemble chez moi a tout intérêt à localiser celui qui a fait la pièce. Donc je n'ai aucun complexe par rapport à ça. Je ramène, c'est une excellente étape pour ramener ce qui se fait avant. Donc je n'ai pas de complexe par rapport à ça. Nous, on prend ce qu'il y a à prendre. Une fois qu'on a pris... C'est pas une question de complexe, c'est simplement une question d'ambition. C'est-à-dire quand est-ce qu'on va aller plus haut, plus loin, plus fort, comme disait l'autre. L'ambition est là. Et vous le voyez, on réalise chaque jour une intégration supplémentaire. Et si on ramène un programme d'assemblage, c'est une nouvelle opportunité pour aller chercher les pièces qui rentrent dedans. Donc je n'ai aucun complexe, au contraire. C'est une bonne nouvelle pour moi. À partir du moment où j'assemble des pièces chez moi, j'ai une opportunité d'aller chercher la fabrication de chaque pièce. Et ça, c'est formidable. Et c'est ce que je fais. Donc l'ambition est là. Et je vous ai même expliqué, au-delà des composants critiques, ce que je cherche, c'est le tout. Oui. I want it all. L'avion. Je cherche l'avion. À partir du moment où j'ai l'avion, et comme vous le dites si bien, une partie sera assemblée, mais cette partie qui sera assemblée, que j'amène d'ailleurs, c'est une opportunité de ramener celui qui la fabrique, ou d'apprendre à la fabriquer moi-même. C'est formidable. Donc l'objectif, il est toujours le même. Évidemment. Chez Riyad, l'objectif, il est toujours le même. D'ici 2030, l'objectif, c'est d'assembler ou de produire localement un avion. D'ici 2030, je souhaite avoir un avion complet qui décolle pour la première fois. Quel avion, quand vous parlez d'avion, Riyad? Alors, je vous l'ai dit, j'avais une piste claire aujourd'hui qui s'est un petit peu troublée. Mais j'en ai d'autres. Là, parce qu'on travaille beaucoup sur Airbus et la compagnie nationale n'a que des Boeing. Oui. Une sorte de paradoxe. C'est un paradoxe historique sur lequel la compagnie nationale, m'a-t-on dit, travaille. Oui, justement, il y a une commande qui... Merci pour la réponse. Non, mais il y a une commande publique de la compagnie nationale. On saura plus. Ça fait 22 mois que l'ARAM est en négociation avec les principaux constructeurs aéronautiques. On se pose naturellement, effectivement, la question de savoir si l'ARAM n'a pas plus intérêt aujourd'hui, avec un écosystème Airbus qui commence à se structurer chez nous au Maroc, d'avoir davantage d'appareils Airbus. Alors, écoutez, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Parce que quand on a des appareils de même marque ou du même constructeur, les systèmes d'apprentissage, les systèmes de formation, de l'équipage, de la maintenance, etc., ont des similitudes. Et donc, pour passer d'un constructeur à un autre, ça demande une certaine taille critique au niveau de la flotte. Donc avec une flotte de 50 à voire de constructeurs, c'est assez compliqué. Avec une flotte de 200, ça peut être envisageable. On n'a pas répondu sur le taux d'intégration de l'industrie, de l'écosystème aéronautique. Pour l'industrie automobile, on est à 70%. C'est assez hétéroclite, ça ne va pas dans un seul avion. Mais si je prenais les composants et je les mettais dans un seul avion, c'est pour ça qu'il est moins important, on serait autour de 44-45%. D'accord. Alors à fin 2025, justement, les exportations, là on va parler des performances des filières industrielles. Les exportations du secteur aéronautique ont progressé de 10% sur l'ensemble de l'année 2025. En revanche, celles du secteur automobile ont reculé de 2% par rapport à 2024. C'est un miracle. Et c'est le segment de la construction qui accuse... moi j'avais noté moins 13%, mais oui, moins 15%, si vous le dites, je vous crois. Alors pourquoi et comment vous expliquez cette contre-performance de l'industrie automobile, notamment Contre-performance. On était habitué, effectivement, à avoir des années positives. C'est une stagnation miraculeuse, rappelez-vous. Comment vous l'expliquez? On a démarré en janvier 2025 avec moins 26, et c'était lourd, et moins 42 sur la construction. Donc, alors pourquoi? Je me suis expliqué tout au long de l'année, mais je vais répéter mes explications.
D'abord, on a eu un marché européen en berne, complètement en berne, qui était en difficulté. Les marques européennes qui étaient en difficulté sur leur marché. Déjà, le marché était en berne et les marques européennes étaient en difficulté sur leur marché. Ensuite, on a eu un des deux constructeurs qui a eu d'énormes problèmes techniques avec son moteur et des rappels, etc. Donc, qui a eu impact. Et ça, cette voiture toute seule, c'est à peu près le tiers de la production de ce qu'on produit ici. Donc, qui a été fortement touché. Et puis, on a eu aussi des phases de recalibrage de notre espace de production. Ça veut dire qu'on est passé de modèles à d'autres. Donc, on a eu des phases d'arrêt pour retravailler sur les chaînes de production. Donc, tout ça cumulé fait que on a souffert. Pour moi, c'était une annus horribilis au niveau de la construction automobile. Et je suis heureux de m'en tirer à si bon compte. Parce que les problèmes techniques sur ce véhicule ont été réglés et les ventes ont redémarré, parce que le tout n'est pas de régler le problème, mais c'est de reconstruire la confiance avec le consommateur. Donc les ventes ont redémarré. On a pu confirmer durant 2025 l'augmentation de capacité d'un des constructeurs qui ont porté notre capacité à 1 million de voitures, ce qui était extraordinaire. Donc les perspectives sont encore meilleures. On a pu intégrer de nouvelles capacités comme plus l'assemblage du moteur. Vous savez, on avait démarré avec l'assemblage du moteur. Maintenant, on fait l'usinage du moteur avec un taux d'intégration de 45% sur le moteur, ce qui est extraordinaire. Vous voyez, il faut toujours démarrer quelque part. On a pu confirmer, et j'ai vu hier, j'ai reçu un investisseur qui est en train de nous faire une belle gigafactory à Kenitra, et on voit que les murs sont pratiquement finis, on attend les équipements avec impatience. Gotion. Chinois. Sino-allemand. On a vu ces projets sortir de terre, ce qui était extraordinaire. C'est pas tout de les signer, mais les voir sortir de terre réellement, c'est fantastique. On a reconfirmé un nouveau plan de développement avec l'autre constructeur qui permet de passer à l'électrification généralisée sur les chaînes de production. Donc voilà, oui, année difficile, année compliquée, mais année de construction et qui finit plutôt correctement. Ce que je retiens, c'est que c'est plus conjoncturel que structurel. C'est pas plus alarmant que ça pour vous. Franchement, j'ai été secoué, je vous le dis comme je le pense, parce que il y avait des tendances assez compliquées qu'on voyait. Vous savez, aujourd'hui, des chiffres qui ne trompent pas. Mon plus gros marché, c'est le marché européen, pour l'instant. Quand on voit le nombre de jeunes qui passent leur permis, en Europe, qui se réduit de 15 à 20% chaque année, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir de l'automobile. Quand on voit l'évolution du marché qui est assez peu prédictible, et puis même les politiques publiques qui sont mises en place, qui sont difficiles. Les relations avec les États-Unis, ça aussi, ça pose problème, les tarifs, les droits de douane, etc. Ça a dû certainement impliquer. C'est une évolution que nous avions anticipée depuis longtemps. Ce qui est le plus compliqué, c'est de voir un jour je mets des bonus, un jour je les enlève, un jour j'annonce 2035, un jour je dis peut-être pas, un jour je vais dans cette direction, un jour je vais dans l'autre, un jour je décide d'avoir un taux d'intégration locale, un jour je dis c'est juste un framework. Donc voilà, aujourd'hui on est dans un monde où c'est notre secteur le plus important en termes d'exportation et même en termes d'emploi industriel. Mais en même temps, il y a beaucoup d'incertitudes auprès de notre marché principal. Donc, cumuler à cela quelques problèmes techniques, mais je suis rassuré quand je vois que les opérateurs chez nous réinvestissent, refont confiance, et puis que l'attractivité du Maroc est toujours aussi intéressante dans ce secteur. Donc, alors conjoncturel ou structurel, à vous de juger, c'est préoccupant, et en même temps, il y a des signaux positifs. Très bien. Alors, on parle industrie depuis tout à l'heure, parce que vous êtes le ministre de l'Industrie, mais vous êtes aussi ministre du Commerce, et on va ouvrir une parenthèse commerciale, si vous le voulez bien. Je veux bien. Et récemment, vous avez eu une prise de parole très remarquée au Parlement, qui a fait le tour des réseaux sociaux, qui a fait le buzz, comme on dit. Vous parliez des spéculateurs intermédiaires, faraqchia, pour reprendre vos termes. En VO. En VO. Je vous propose de revoir justement cette séquence. C'est très court et on se retrouve juste après pour la commenter.
فرقشيه كاينين كانوا وغيبقاو الحلول غاديين لهم واحد بواحد كون خليناهم وهادشي هضرنا فيه كون خليناهم كون الثمن طلع ل 200 درهم دابا على الاقل كاين استقرار وحنا جايين لهم والثمن غيهبط رجلينا على رجليهم بكم ولا بلا بكم ولكن عارفين غتكون بكم ان شاء الله حاضينهم واحد بواحد تجار الازمات حاضينهم واحد بواحد المراقبه الميدانيه يوميه لجان مختلطه اللي كيخزن سريا كنمشيو ليه واللي كرت يفرط. C'était une erreur, c'est les فرط يكرت. C'était l'inverse, ouais, c'était l'inverse. Vous étiez énervé. J'étais furieux. J'étais furieux et je vous explique pourquoi. Parce qu'on était en pleine inondation au niveau de Qasr el-Kbir. Et franchement, tous les organes de l'État, sous la conduite de Sa Majesté, étaient mobilisés pour répondre, pour sauver des vies, pour apporter toute l'assistance nécessaire. Et je recevais une interpellation de la part d'un député qui me disait « Oui, vous laissez faire les spéculateurs sur place. » Et effectivement, il y avait plein de vidéos qui disaient que les prix des transports avaient augmenté, que les gens vendaient le pain à 3 dirhams. Et il y a eu une réponse. Vous avez vu les forces armées royales qui ont installé des boulangeries, le transport qui a été mis en place gratuitement. Il y a eu une réponse, une vraie réponse. Et je trouvais ça indécent. À un moment de crise où il y a une union nationale, où il y a une mobilisation nationale pour répondre à une catastrophe naturelle, de poser le sujet de manière aussi politique et aussi polémique. Donc j'étais furieux et je suis désolé d'avoir montré cette fureur. Alors moi je mets de côté le contexte lié aux inondations effectivement parce que c'était... J'étais même indigné. Parce que c'était un contexte assez particulier. Et je trouve que en le regardant, parce que je l'ai pas regardé depuis, oui. Et je trouve qu'en le regardant, c'était plutôt mesuré, parce que vu ce que je ressentais à l'intérieur, c'était beaucoup plus violent que ça. Très bien. Alors je mets de côté le contexte lié aux inondations, mais par contre, il y a un vrai problème d'intermédiaires et de spéculateurs aujourd'hui au Maroc, notamment... Alors il ne faut pas confondre les deux. Oui, justement, je fais le distinguo. L'intermédiation de distribution, il y a des marges d'intermédiation qui sont saines. Mais il y a des intermédiaires véreux. Qui sont nécessaires. Il y a de l'intermédiation qui mérite d'être améliorée, soit en qualité d'ailleurs. Encadrée, d'être réglementée. Réglementée et encadrée, c'est autre chose. Qui mérite d'être améliorée parce que, in fine, j'encadre et je réglemente pour un objectif. J'encadre pas et je réglemente pour le plaisir de le faire. Qui méritent d'être améliorées et dont les performances méritent d'être améliorées. Et puis, il y a de l'intermédiation qui est complètement indigne. Alors, quand on est dans une économie de marché, on a des outils pour faire ça. On a des outils qui sont des outils liés à la veille à la concurrence, qui sont des outils de veille à la qualité et qui sont des outils, on va dire, d'orientation de marché par l'offre et la demande. Et donc, ce sont les outils que nous utilisons. Après, nous avons eu des moments particuliers où nous avons dû intervenir, par exemple, sur l'offre. Et l'exemple typique qui est utilisé sur le Falarchia, c'est l'exemple de la viande. Nous avons dû intervenir sur l'offre parce que nous connaissions des conditions climatiques particulières et même sociaux particuliers qui ont fait que nous avions probablement sous-estimé l'offre, pas probablement, puisque ça s'est avéré dans le deuxième recensement que l'offre a été sous-estimée, et nous avions mis en place des outils avec les éléments que nous avions à notre disposition pour faire en sorte que le marché puisse s'orienter de manière favorable pour les ménages marocains. Opération qui a fonctionné de manière correcte la première année, puisqu'elle a surpris tout le monde, elle n'a pas laissé le temps à certains opérateurs véreux, pour le coup, d'anticiper et de prendre des mesures qui allaient fausser la concurrence et qui allaient impacter de manière lourde sur le pouvoir d'achat des Marocains. Il se trouve qu'on s'est dit, toutes les mêmes causes créant les mêmes effets la deuxième année, on va reproduire le même schéma puisque nous avions les mêmes éléments, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient
par rapport au recensement ou qu'il soit par rapport au prix, nous avions les mêmes éléments. Et donc, nous avons reproduit le même mécanisme qui a été, cette fois-ci, pas du tout utilisé de la même façon et complètement détourné de ses fins et même, voire même anticipé par certains opérateurs qui n'ont pas joué le jeu, que nous appelons, que j'ai appelé Toujal Azamat ou que j'ai appelé Wahouch dans une intervention précédente. Oui. Et je trouve ça complètement indigne. Après, nous travaillons pour faire en sorte que d'abord, les choses ne se reproduisent pas. Ça, c'est la première des choses, c'est le plus important. Comment on fait pour que les choses ne se reproduisent pas? Pour moi, c'est très simple. Il faut sévir contre les opérateurs véreux et les spéculateurs qui nuisent au pouvoir d'achat des Marocains. Je veux bien. Après, on est dans un pays de droit. Oui. Moi, personne ne vous interdit d'acheter cette tasse à 10 dirhams et de la vendre à 100. Vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, on ne va pas prendre quelqu'un et le mettre quelque part dans le cachot. Maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'outils, ça ne veut pas dire qu'on est démunis. On fait le travail, on le fait correctement, les gens ont bien compris certaines choses, ils ont des points de faiblesse parce qu'ils ont fait mal aux Marocains, ils n'ont pas laissé faire les choses comme ça, et nous ne laissons pas faire les choses comme ça. Ils ont des points de faiblesse assez visibles sur lesquels nous pouvons appuyer pour que les choses, d'abord, n'évoluent plus de manière négative, et c'est le plus important, parce que quand on est dans une situation difficile et qu'on voit que ça s'est stabilisé, déjà, c'est un premier pas pour être rassuré. Quand on voit que ça continue et que demain, on ne va pas s'en sortir, c'est compliqué. Puis après, je peux finir ma petite démonstration, c'est deux phrases. Allez-y. Deux phrases. Et puis après, mettre en place des outils, cette fois-ci différents, pour faire en sorte que la vague redescende, pour qu'on arrive à la stabiliser au vrai prix. Alors maintenant, il y a une différence, et c'est ça qui est important. Il y a une différence entre le prix attendu par le consommateur, ça veut dire le prix historique, et le vrai prix des choses. Quand on me dit la viande à 70 dirhams, aujourd'hui, au prix d'aujourd'hui, avec les coûts des intrants, avec l'évolution, bon, j'espère que maintenant, avec les pâturages, et la pluie, et c'est bien fait sur notre pays depuis toujours, les choses vont revenir à la normale, mais à aujourd'hui, ou à il y a un mois, le vrai prix de la viande était pas loin des prix pratiqués sur les marchés. Ça veut dire que les marges étaient à un niveau correct par rapport aux transmissions classiques de distribution. On n'était pas à des prix exagérés, et je vous assure qu'on le surveille tous les jours. C'est pas le ressenti des gens. Je comprends tout ce que vous dites, c'est ce que je dis. Oui. Vous pouvez me dire la viande doit être à 75 dirhams. Je regarde aujourd'hui, et je vous assure que je fais l'exercice tous les jours dans plus de 50 points dans notre pays. C'est pas des choses qu'on fait de manière hasardeuse, avec une méthode scientifique sur plus de 50 produits, et que nous surveillons de près, avec toutes les marges d'intermédiation à toutes les étapes. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. La marge du boucher, entre l'abattoir et le boucher, historiquement, était de 8 dirhams. D'accord ? Aujourd'hui, elle est de 15. Vous allez me dire, c'est beaucoup. Ça a pratiquement doublé. Après, je rentre chez le boucher et je lui dis, pourquoi tu n'es plus à 15 ? Pourquoi tu es à 15 et pourquoi tu n'es plus à 8 ? Alors d'abord, déjà, lui, ses frais à lui, intrinsèquement, ont évolué, ça lui coûte plus cher. Deuxièmement, la viande, il la garde plus longtemps, donc il a plus de déperdition par rapport à la viande qu'il a, vu que la consommation s'est adaptée à ce genre de choses. Et troisièmement, il avait des byproducts qu'il faisait, qui étaient un peu moins encadrés à l'époque, donc monter en gamme en termes de qualité, qu'il ne peut plus faire. Et donc, effectivement, la marge qui lui permet, et même lui, il doit évoluer aussi, comme tous les Marocains, au niveau de son pouvoir d'achat. Il doit l'adapter par rapport à sa capacité de consommation. Donc, quand tous les Marocains, quand on fait le calcul, effectivement, 15 dirhams semble exagéré, ce qui nous amène aujourd'hui à 100 dirhams sur le vin, plus ou moins. 15 dirhams semble exagéré pour lui par rapport aux 8 dirhams historiques, mais on n'est pas loin de la vérité des prix par rapport à lui aussi. Donc, si vous me laissez poser ma question. C'est important
C'est important de dire la vérité. Moi, je veux bien dire « Ah, on va revenir à 75 dirhams », je ne le dirai pas aujourd'hui. Très bien. Aziz Boustay, ce sera la dernière question. Alors, moi, c'est un commentaire parce que la réponse de monsieur le ministre était un peu longue sur le commerce. Donc, je veux prendre 1 minute ou 2, si tu permets, Adil. Vous êtes ministre du commerce, de l'industrie et du commerce, mais je vous sens, je parlais tout à l'heure de pipeline d'éloquence, je vous sens beaucoup plus éloquent en matière d'industrie qu'en matière de commerce. Au point pourtant, que je me pose, fais de mon mieux. Hein. On n'en doute absolument pourtant, pas. On n'en doute absolument pas. C'est absolument pas. Mais je suis désolé de vous décevoir. Mais j'ai l'impression, non, vous me décevez pas. Vous me décevez pas. Je suis simplement un peu attristé par le fait que je constate que peut-être. Le seul passage que vous avez passé, c'était un passage sur le commerce. Mais je dis ça, je dis rien. Parce que c'est lui qui a fait le plus. C'est pour pas poser ma question, ça. Mais vous parliez d'éloquence. Mais vous avez laissé terminer, j'espère. Il a fait un jugement de valeur. Oui, vous allez répondre. Mais je l'avais même pas encore fini, ce jugement de valeur. J'ai l'impression que vous êtes ministre. Alors, Aziz. Ministre du Commerce sans avoir véritablement la main sur ce secteur, comme vous l'aurez sur le secteur de l'industrie. J'ai l'impression qu'en tant que ministre du Commerce, il y a beaucoup de gens, Farachia ou autres, qui font commerce dans votre dos ou sur votre dos, au point que ces Farachia, je me rappelle, il y a 2 ans, vous étiez mon invité à une émission télé, vous avez parlé de 18 que vous aviez repérés. Et ces 18-là... c'est pour les filières des viandes rouges. Toujours dans la viande. Il y a toujours... Filières des viandes rouges congelées qui avaient été importées. Finalement, donc les 18. Alors, il y a ça, comme question. Et deuxième question, puisqu'on parle des viandes, puisqu'on parle de tout ça, il y avait eu une mission d'information, commission d'enquête, etc., etc. Non, mission d'information. Pourquoi mission d'information? Avions-nous tous demandé au parti de la majorité, dont l'Istiqlal? La réponse était, c'est parce que ça va plus vite. Alors, ça fait 2 ans maintenant, vous parlez d'un tas de choses, mais j'ai pas l'impression qu'au niveau du commerce, au niveau des intermédiations, vous ayez véritablement la main, à moins que je me trompe. Non, vous avez raison. C'est beaucoup plus complexe qu'un projet industriel. Tout est commerce dans le pays. Chaque transaction, c'est du commerce. Et donc, c'est notre vie de tous les jours. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Vous avez raison de dire qu'on n'a pas la main dessus aussi facilement qu'un projet industriel. On met une machine, on amène des compétences, on met des intrants, et ça sort. C'est beaucoup plus simple. L'industrie est beaucoup plus simple par nature que le commerce. Le commerce, c'est des transactions qui ont lieu entre des millions de personnes plusieurs fois par jour. Donc, imaginez la complexité de la chose. Deuxième chose, on essaye d'agir avec les leviers qu'on a en respectant la loi et en respectant la réglementation. Ça veut dire, on ne va pas utiliser des méthodes autres que celles qui nous sont données par la loi. Alors vous allez me dire, dans ces conditions-là, vous n'avez pas suffisamment d'outils pour protéger le consommateur. Que nenni. Nous en avons et nous les utilisons tous. Après, ce qui est important aussi de dire, il est important d'être honnête et de ne pas aller dans le populisme gratuit. Aujourd'hui, c'est mon devoir aussi de dire la vérité des prix. C'est facile de venir dire « Ah oui, on va remettre et on va ramener et c'est pas normal que ce soit pas 75 dirhams, la viande, et quand vous êtes arrivé, c'était comme ça. » Ben oui, aujourd'hui, le coût de la chose a évolué. Ça coûte plus cher. Donc, encore une fois, on fait des choix, on travaille, on fait en sorte que le système soit le plus optimal possible et on agit avec le plus optimal possible. La justice dans la transaction, mais on fait en sorte que le système soit... Ça, on n'est plus dans le droit, là, quand ce que je veux dire, on est dans la liberté des prix, on est dans l'économie de marché. Moi, aujourd'hui, rien ne m'interdit de vous vendre ce stylo à 1000 fois sa valeur si vous acceptez de le faire. Encore une fois, il faut que chacun soit conscient de ses rôles et ses responsabilités. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'assurer la meilleure concurrence possible qui est censée donner le meilleur prix et de faire en sorte que des gens ne préemptent pas le marché, de gens ne mettent pas le marché en danger, de gens ne s'en vendent pas pour fragiliser le consommateur sur le marché. Et quand il manque de l'offre, c'est ce qu'on a essayé de faire sur la viande, d'amplifier l'offre pour réduire les prix. Donc on utilise les outils qui sont à notre disposition pour faire en sorte de protéger le pouvoir d'achat du consommateur marocain. Effectivement, il trouve par rapport à des références historiques que les prix sont encore trop chers. Les prix, pour l'instant, sur certains aspects, il y a encore des choses à régler. Je ne dis pas qu'on est parfait. C'est du travail permanent, de la surveillance permanente, de l'évolution permanente. Les prix, sur la plupart des aspects, sont les vrais.
Et ouais, on va conclure là-dessus. Et le mois de Ramadan ne fait que commencer, donc on va suivre effectivement l'évolution des prix. C'est un mois extrêmement sensible. Et extrêmement propice aux opérateurs véreux. Extrêmement sensible. Oui, et c'est pour ça que nous accordons une attention particulière à certains produits particulièrement durant ce mois sacré. Merci beaucoup, Seyed Mzour. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Industrie et du Commerce. Merci infiniment d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est un plaisir. Et je vous dis à bientôt sur Média 24. À très vite. Et nous, on reste ensemble parce que l'émission se poursuit. On se retrouve juste après cette pause avec Aziz Bousta pour la suite de l'émission. À tout de suite. La suite du 12-13 sur Média 24, on reçoit à présent un personnage public qui ne laisse personne indifférent, et ce depuis pas mal d'années maintenant. Ancien ministre héréniste de la jeunesse et des sports dans le gouvernement de Bess El-Fessi, ancien vice-président de la région Casablanca-Stade. Aujourd'hui, il affirme s'être définitivement retiré de la politique de l'engagement partisan pour se consacrer pleinement à son business et à ses activités. H&S Group, une holding multisectorielle présente entre autres dans la grande consommation, la logistique, le retail, l'immobilier ou encore la communication. Alors comment un groupe marocain lancé il y a une vingtaine d'années avec un capital de départ d'à peine 1,5 million de dirhams en arrive à viser un chiffre d'affaires de 10 milliards en 2026? Est-ce une véritable success story marocaine qui devrait en inspirer plus d'un ou une énigme financière et entrepreneuriale à démystifier? Eh bien, nous allons en parler avec le principal concerné, Moncef Belkhriat, et l'invité de Média 24. C'est Moncef Belkhriat, bonjour, sur Média 24. Merci de me recevoir. Ça faisait longtemps que j'étais pas sur des plateaux, donc... On va parler de... J'espère que je n'aurai pas perdu la main. Non, on n'en a aucun doute. On a Aziz Bousta qui va nous accompagner également pour aborder pas mal de questions, mais j'aimerais que l'on commence... Là, c'est Aziz et je suis très heureux de te retrouver. Moi aussi, ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. J'aimerais que l'on commence cette discussion, si vous le voulez bien, par votre actualité. Alors, pas la toute récente, parce qu'on va en parler. Il y a une nouvelle acquisition qui vient d'être actée en début de semaine. Mais j'aimerais revenir sur la réorganisation stratégique que vous avez opérée en début d'année. En janvier 2026, vous avez changé de nom, d'identité visuelle, avec donc ce nouveau nom de la holding, H&S Group, qui, vous me le disiez juste avant le début de cet entretien, fait référence, sont les initiales en fait de vos enfants Hadi et Sofia. Mais c'est une réorganisation qui s'articule autour de 6 filiales ou 6 pôles, qu'on va voir d'ailleurs à l'écran. On a Dislo Group, on va dire le pôle le plus connu sans doute, avec la Voie Express, WB Africa pour tout ce qui est médias et communication, Kaya et Guidna pour le pôle immobilier et promotion et construction immobilière, One Retail pour toutes les activités retail et Shari pour la fintech. Alors dans cette nouvelle réorganisation, vous parlez beaucoup, Moncef Belkhriat, de synergie entre les différentes plateformes et les différents pôles. Mais entre la logistique, la grande consommation, le retail, le e-commerce, l'immobilier, est-ce que vous ne craignez pas le risque justement des holdings classiques, multisectoriels, à savoir une dispersion inutile, voire même inefficace en termes de business, et la perte d'un focus stratégique sur une ou deux activités principales? Ça, c'est la première question. Bon, d'abord, je voudrais souhaiter à tous ceux qui nous écoutent Ramadan Moubarak Saïd. Saha wa l'afia al-jamia. Inch'Allah. Ce qu'il faut savoir par rapport à H&S Group, c'est que c'est une holding familiale qui a été lancée il y a exactement 21 ans et qui m'a permis, avec les membres de ma famille, mais aussi de mon management, qui sont actionnaires avec moi, de pouvoir développer un opérateur marocain spécialisé dans l'économie de la vie. Iqtisad al-hayat. L'économie de la vie étant de offrir aux consommateurs des produits d'alimentation générale, des produits d'hygiène, des produits de beauté, des produits de solutions de santé qu'ils utilisent de manière quotidienne pour qu'on puisse apporter des solutions
qui vont d'un produit de détergence à un stent qu'on pourrait avoir lieu. Et dernièrement, par exemple, à 2 heures du matin, nous avons sauvé la vie d'un patient euh, grâce à l'intervention d'un grand chirurgien qui nous a appelé pour pouvoir livrer à 2 heures du matin, à Marrakech d'ailleurs, ce stand. Donc, on est dans une perspective qui est celle de dire on investit et on opère dans tout ce qui est iqtisad al-hayat. Pourquoi? Parce que c'est résilient, qu'il y ait une guerre, qu'il y ait un Covid, qu'il y ait une crise, on aura toujours besoin de manger, on aura toujours besoin de se soigner, on a toujours besoin de nous entretenir. Et donc, on est dans un segment qui est résilient et sur lequel les technologies avancées, le développement tel que l'intelligence artificielle ne va pas impacter le business model. Donc, c'est un business model extrêmement résilient. Ce parti pris était un parti pris qui a été fait depuis le départ, en ayant commencé par être un distributeur. Et ensuite, au fil du temps, nous avons fait quelques moves. Parmi les moves intéressants, c'est qu'on est passé de la distribution à l'industrie. Oui. Et ensuite, de l'industrie, on est passé vers une industrie un peu plus technique, qui est l'industrie pharmaceutique, nous permettant aujourd'hui d'être un conglomérat. Alors, beaucoup de gens me connaissaient à travers la société Dislog. Absolument. La société Dislog est un opérateur aujourd'hui qui a plus de 250 marques. Et donc, comme on est dans l'audiovisuel, on ne va pas les citer, mais c'est des marques qui, aujourd'hui, sont présentes dans tous les foyers marocains. Et tous les jours, nous avons à peu près 1 million d'actes d'achat dans une épicerie ou dans un supermarché ou chez un grossiste ou dans une pharmacie ou une parapharmacie ou une parfumerie de nos produits qui sont achetés par les consommateurs. Ça, c'est une certitude. Mais moi, ma question concernait précisément la diversification des activités à travers ces 6 business units. Je vais y arriver. Je comprends bien, ce n'est pas un problème pour vous. Au contraire. Non, même, alors je vais y arriver parce que comme on était connu sous Dislog, donc ce que nous avons fait le 10 janvier dernier, c'est que nous avons annoncé une refonte de notre marque qui devient HNS Group et qui devient la holding opérationnelle d'investissement qui investit dans 6 business units. Bien sûr, Dislog en tant qu'opérateur de l'économie de la vie, mais aussi tous les métiers connexes qui peuvent apporter des synergies et de la valeur ajoutée à Dislog. Par exemple, Building Logistics qui est devenu la voie express et qui est spécialisée dans la logistique, dans le transport, dans le last mile, dans le freight forwarding, dans le transit, et qui aujourd'hui est devenu le leader de la supply chain au Maroc en one-stop shop, puisqu'on peut ramener de la marchandise de Guangzhou au Canton jusqu'à Marrakech en one-stop shop, un seul opérateur. Nous avons un autre pôle qui est le pôle communication, médias et presse, qui nous apporte toute la dimension publicitaire et communication. Nous avons un pôle qui est un pôle retail et qui nous apporte la dimension point de vente pour toucher le consommateur final. Nous avons un pôle qui est un pôle fintech pour apporter des solutions financières, d'inclusion financière pour pouvoir vendre à nos clients avec des stratégies de fidélité, des cartes de fidélité, mais aussi du paiement à temps. Et enfin, nous avons une société de construction, de développement qui construit nos entrepôts, qui construit nos magasins et qui fait que on s'est intégré à travers ces 6 pôles. Alors, l'idée au départ, c'était qu'on travaille pour le groupe et c'est comme ça qu'on a commencé. Par exemple, la voie express avec Dislog, ça représentait 80% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ça ne représente plus que 30% parce que chaque pôle est géré de manière indépendante par un directeur général qui a comme mission de réduire la dépendance de son pôle par rapport à Dislog et par rapport au groupe. Dislog aujourd'hui, c'est 30% du chiffre d'affaires de la holding, du groupe. Non. Dislog aujourd'hui, c'est 30% du chiffre d'affaires de la voie express. De la voie express. Alors que c'était à 80%. Par contre, Dislog aujourd'hui pèse 60% de l'ensemble du groupe sur les 10 milliards de dirhams qu'on veut faire comme chiffre d'affaires. Alors justement, vous êtes très très ambitieux pour cette année 2026. On vous souhaite de réussir bien évidemment dans cet objectif. Mais moi, je me méfie généralement toujours des chiffres tout ronds, parce que ça s'apparente plus à de la com, une projection, qu'à une véritable
un objectif réaliste et réalisable. Bon, ça a l'effet que vous m'avez invité à venir à votre émission pour m'expliquer. Entre autres. Alors, donc ça marche. Alors la question est très simple. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est un objectif ambitieux, mais qui n'est pas vraiment mesurable? Ou est-ce qu'au contraire, vous savez très très bien comment faire pour atteindre ces 10 milliards d'ici la fin de l'année? Alors, ce qu'il faut savoir, vous l'avez dit en préambule, c'est que nous avons commencé avec un capital de 1,5 million de dirhams. Notre stratégie de croissance a été une stratégie en tant qu'entrepreneur basée sur la dette. Je me suis beaucoup endetté pour faire grandir mon groupe. Et ensuite, la deuxième stratégie a été une stratégie d'ouverture de capital à des fonds d'investissement. Et donc, du fait que notre stratégie a été de lever de la dette auprès des banques, les banquiers ont des ratios jusqu'où ils peuvent aller avec vous sur l'endettement. En général, c'est des ratios qui sont de 3 fois l'EBITDA, c'est-à-dire 3 fois la marge d'exploitation. Au-delà de ça, les banquiers arrêtent de vous financer. Et donc, vous devez renforcer vos fonds propres. Et la manière dont on l'a fait, c'est qu'on a ouvert le capital à des fonds d'investissement. Private equity. Private equity. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir la culture entrepreneuriale pour pouvoir faire rentrer des fonds de private equity. Le premier élément de culture, c'est que vous ne pouvez pas faire de noir. Vous ne pouvez pas tricher. Donc, on est tenté, quand on est jeune entrepreneur, qu'on doit payer la TVA, qu'on doit payer les impôts, etc. On est tenté de dire, je vais faire un peu de black. Mais le problème, quand vous faites un peu de black, c'est que quand vous faites rentrer un fonds et qu'il voit que vous faites du black, le fonds, il ne rentre pas chez vous et il ne vous finance pas. Donc, il faut choisir entre rester petit, raser les murs, tricher en se disant que je vais payer moins d'impôts et vous restez petit toute votre vie, ou vous vous dites, je vais faire le contraire, je vais être totalement transparent, je prends une voie qui est celle de la bonne gouvernance, je fais rentrer des fonds de private equity et je grandis avec eux. En 17 ans, nous avons fait 16 opérations de fonds de private equity. La première, c'était Capital North Africa Venture avec Mehdi Taheri, groupe Financecom. Et la dernière, c'est celle de Méditerranée Capital et CDG Growth en co-invest dans Dislog Medical Device où ils ont mis 540 millions de dirhams. Et donc, on a grandi dans le cadre d'une courbe en escalier en gérant un équilibre parfait et subtil entre la dette bancaire et l'investissement des fonds de private equity chez nous, qui nous a fait grandir. Et c'était l'un des secrets de notre réussite aujourd'hui, mais qui dépend d'un choix stratégique clair de l'entrepreneur, qui est celui de la bonne gouvernance, de la transparence et d'être irréprochable en termes de gouvernance. Tout ça, c'est bien, mais ça ne répond pas à ma question. Les 10 milliards, comment vous faites pour les atteindre? Alors, je vous réponds de manière très claire et chiffrée. Sur les 18 dernières années, notre groupe a progressé en termes d'EBITDA, de marge d'exploitation, de 27% par an, year on year CAGR. C'est-à-dire qu'on a fait 27% de croissance pendant 18 ans de suite. C'est une performance qui est juste exceptionnelle. Donc, le chiffre d'affaires de 2025 consolidé de notre groupe est à 6,5 milliards. Et j'ai lancé l'année 2026 à 10 milliards, dans lequel je prévois 27% de croissance qui va nous ramener à 8 milliards, plus 2 milliards de dirhams d'acquisition que nous comptons faire parce que notre ADN a toujours été une ADN où on grandit de manière organique et on grandit avec des acquisitions. Sur les 27% de croissance que nous avons fait sur notre EBITDA, 12% est venu de manière organique, 13% est venu lié à nos acquisitions et 2% il y en a pas mal, hein. Et 2% est venu en lien avec les synergies que on crée, parce que si vous remarquez, on n'achète que des sociétés dans les métiers des 6 différents verticaux que nous avons. Nous allons y venir justement. Je vais donner la parole à Aziz, mais on a fait un petit exercice ici à Média 24. On a fait une sorte de mapping ou de listing des acquisitions, des opérations majeures pour l'année 2025. Ça concerne uniquement l'année 2025. Vous me dites si on a oublié une ou deux opérations. Alors, on a Guidna, prise de participation de 25% dans la société, c'était en février 2025. En mars, on a l'acquisition de Venezia Ice, rachat de 100% du capital de Pharmalac. Franprix Monoprix, c'était en mai. En juillet,
Monsieur Bricolage. En septembre, ABM, donc une acquisition de 60% de la société spécialisée dans les produits de beauté, j'imagine. Et puis la finalisation du rachat de la voie express, c'était en octobre 2025. Vous avez oublié le plus important. Et c'est quoi? Le plus important, c'est la plus belle histoire de création de valeur dans notre groupe, qui est Dislog Medical Device. Et en fait, comment ça s'est passé? C'est que nous étions dans une stratégie de build-up sur la pharma. On avait acheté les laboratoires Cosmopharm, puis les laboratoires Stéripharma. Ensuite, les valorisations dans le secteur de la pharma ont explosé. Et donc, j'ai dit à mes équipes, on shift des laboratoires vers les dispositifs médicaux. Et là-dessus, il y avait une très belle société qui était en vente par un fonds d'investissement qui s'appelle Eramédic. On s'est positionné. On a gagné le concours de beauté sur plusieurs investisseurs. Un concours d'argent surtout, oui. Non, c'était pas forcément de l'argent, mais c'était aussi le projet. Parce que vous savez, les fonds d'investissement, ils veulent faire un TRI, certes, mais ils veulent que le repreneur puisse continuer le développement des affaires. D'autant plus que ce fonds était un fonds d'une grande institution bancaire marocaine sérieuse et qui fait que, in fine, on a remporté ce deal. Et le 14 février 2025, je reçois un appel de Hatim Ben Ahmed de Méditerranée à Capital qui me dit « Monsef, félicitations, je devais mettre 400 millions de dirhams sur cette société, je les ai. Si tu veux qu'on crée un build-up ensemble, je suis à ta disposition. » Je réponds de manière instantanée « Je veux les 400 millions de dirhams. » Et on a eu 140 millions de dirhams supplémentaires de chez CDG Groth. On a créé une société qui s'appelle Dislog Medical Device, qui a récupéré Pharmalac, qui a récupéré Eramédic, qui a récupéré Scomedica, Afrobiomédic et la société Megaflex que nous avions. On a créé un build-up global sur les medical devices. Avec les 540 millions de dirhams, nous avons aujourd'hui du cash pour pouvoir continuer à grandir. Et il s'est créé un pôle de dispositifs médicaux sur plusieurs aires thérapeutiques où on est très complémentaires. Vous y croyez beaucoup? J'y crois et aujourd'hui, la seule aire thérapeutique que nous n'avons pas, c'est l'imagerie. Et donc, on est en train de chercher des solutions pour pouvoir grandir et compléter ce que j'appelle un positionnement commercial pour les hôpitaux privés publics, les fondations, en one-stop shop pour dire on peut équiper un hôpital ou une clinique de manière totale, en one-stop shop, dans un délai qui ne dépasse pas quelques mois. Dans toutes ces acquisitions, moi, il y a une question qui m'intéresse particulièrement, je vous la pose directement. Quelle est en moyenne, ou dans chaque opération, la part des fonds propres du groupe, de votre groupe, dans ces acquisitions ou ces opérations? D'abord, quand on dit acquisition, on dit qu'on doit sourcer une structure, une société. Ensuite, on doit l'analyser pour savoir si on a envie de l'acheter ou pas. Elle rentre dans la cohérence du pôle ou du groupe. Ensuite, on doit négocier avec les actionnaires. Ensuite, on doit signer un MOU dans lequel on se donne le droit de commencer à faire, après avoir signé un term sheet, une due diligence. La due diligence, elle est financière, elle est fiscale, elle est organisationnelle, elle est sur la go-to-market, etc. Ensuite, au vu de la taille de notre groupe, on est dans l'obligation d'obtenir l'autorisation du Conseil de la concurrence. Oui. Et ensuite, il faut lever les financements. Ensuite, bien sûr, il faut faire le closing de l'opération et ensuite l'intégration de cette structure. Donc, c'est un processus qui est long et qui est complexe. Et en général, notre part de fonds propres sur l'ensemble des sociétés qu'on achète est de 30 à 40%. D'accord, en moyenne pour chaque opération. Je passe la main à Aziz, parce qu'on va parler maintenant du maire de la guerre, de l'argent. Et je pense qu'Aziz, tu as pas mal de questions à poser à Monsef. Ouais, enfin, je vais essayer de synthétiser ça, Asdi et Monsef. Moi aussi, ça me fait plaisir de te rencontrer sur un plateau télé. Ça fait longtemps, ça fait même jamais. C'est la première fois. C'est la première fois, ouais. Et moi, j'ai quitté la politique il y a 7 ans. Donc, depuis 7 ans, je n'ai plus remis les pieds dans une réunion politique ou dans un plateau de télévision politique. Mais pour le côté entrepreneurial, bon, vous parlez maintenant, vous avez dépassé même le seuil critique des affaires pour pouvoir inspirer confiance
aux banques, aux institutions financières, aux fonds d'investissement, etc. Mais au départ, vous avez dit que vous avez bâti un système basé sur la dette. De l'autre côté, on sait que nous avons des banques qui sont quand même frileuses, quelque part, elles n'aiment pas trop. Alors, est-ce que vous êtes véritablement une météore entrepreneuriale? Vous l'êtes certainement. Vous avez été aidé par quelque chose, ou alors c'est simplement un esprit d'entreprise qui manquerait peut-être à nos jeunes, à nos hommes d'affaires, à nos femmes d'affaires, qui n'arrivent pas, on ne voit pas des success stories comme les vôtres tout le temps. Donc comment les banques vous ont-elles suivi au départ? Et deuxièmement, qu'est-ce qui manque à ce pays, à cette classe entrepreneuriale pour faire des affaires comme vous les faites, c'est-à-dire pour voir les choses et pour se diversifier, pour s'agrandir comme vous l'avez fait? C'est une excellente question et je vais y répondre de manière directe. Il faut revenir au contexte dans lequel nous étions. Nous étions en 2005. Je reviens d'un exécutif programme de Harvard. J'étais vice-président à Meditel à l'époque, qui est devenu Orange. Donc j'étais dans ce qu'on appelle la vie corporate. Ce exécutif MBA m'a changé ma perception des choses et je suis revenu avec l'idée de devenir entrepreneur. Donc, quitter la vie corporate pour devenir entrepreneur. C'était une décision consciente. J'ai, pendant 1 an et demi, brainstormé avec des amis pour voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Et quand on a analysé en 2005 l'économie marocaine, où est-ce qu'on pouvait y aller, il y avait beaucoup de contraintes parce que beaucoup de secteurs étaient réglementés, il fallait des licences. Et on a tourné. Au bout d'1 an et demi, je suis revenu à ce que je savais faire parce que j'ai travaillé quand même 14 ans avant, 8 ans chez Procter et 7 ans chez Meditel. Et je me suis dit, bon, je vais revenir à la distribution. J'avais pas d'argent. Au départ, je suis allé taper à la porte d'un grand entrepreneur qui s'appelle Moulay Hafid El-Alami, que je connaissais pas, qui me connaissait pas, qui venait d'acheter la Seinia à l'époque. Et je suis allé le voir pour lui dire, j'ai 2 projets à vous proposer. Vous êtes un entrepreneur et j'ai envie de devenir un entrepreneur, mais j'ai pas d'argent. Et Moulay Hafid m'a répondu en me disant, donne-moi 24 heures, sûrement pour faire un background check sur qui j'étais. Et il m'a rappelé pour me dire, je suis partant. Il vient avec moi chez Procter, lui-même physiquement. Et à l'époque, je me rappelle, il n'y avait pas d'ordinateur, ni de tablette, etc. Il est venu avec un papier canson qu'il a ouvert sur une table pour dire, voilà mon groupe, je suis en plein closing d'une compagnie d'assurance, j'ai pas beaucoup de temps, jusqu'à 50 millions de dirhams d'investissement, je suis ce jeune homme. Et il est parti. Malheureusement, ce deal ne s'est pas fait parce que à l'époque, les conditions ne le permettaient pas chez Procter. Mais 6 mois plus tard, Procter m'a rappelé pour me dire, si tu es toujours intéressé par la distribution, il y a un petit distributeur qui est à la vente, est-ce que ça t'intéresse? C'était Dislog. Donc en fait, je n'ai pas créé Dislog. Dislog a été acheté avec un montant de 4 millions de dirhams à l'époque. Donc j'avais 1,5 million, il me fallait donc 2 500 000. Et c'est là où j'ai eu de la chance. Et la chance que j'ai eue, c'est que le président de Meditel, qui s'appelle Saad Bendidi, a été nommé président de l'ONA. Donc je suis allé le voir pour lui dire, je veux acheter cette compagnie, j'ai besoin de 2,5 millions de dirhams de financement pour acheter cette société. À l'époque, Saad était président de l'ONA et Si Mohamed Khtani était directeur général du Crédit. Et donc, Si Mohamed Khtani était dans un esprit à l'époque qui consistait à aider des jeunes entrepreneurs, mais aussi dans le concept de lancer des champions nationaux à l'époque. Et j'ai eu un crédit de 2,5 millions de dirhams de chez Tijari Wafa Bank pour acquérir 51% des actions de Dislog.
Donc vous avez lancé l'activité comme ça. Donc c'est comme ça que l'activité a été lancée historiquement. Et ensuite, comme Dislog faisait à peu près à l'époque 150 millions de dirhams de chiffre d'affaires, ça tournait. On était client et distributeur de Procter & Gamble et on travaillait aussi avec la BMCI qui nous a beaucoup aidés parce que BMCI avait la garantie de Procter qui logeait ses comptes chez la BMCI. Alors vous venez de dire, ce petit rappel historique est très intéressant pour comprendre comment se font les choses concrètement. Et dans l'entrepreneuriat, il est d'autant plus intéressant qu'on doit parler de networking. Absolument. Parce que la culture marocaine, c'est piston, bak sahbi. La culture américaine, c'est networking. J'ai travaillé pendant 14 ans. J'ai créé un réseau de contacts qui, une fois que je suis devenu entrepreneur, m'ont aidé pour du financement ou même pour du business, puisque j'ai travaillé à Procter pendant 8 ans, et donc après, je suis devenu le client de Procter & Gamble. Alors vous avez dit que vous avez eu... Attends, rapidement, c'est la question que je voulais lui poser depuis tout à l'heure. Vous avez dit que vous avez eu beaucoup de chance, qu'au départ, vous n'avez pas assez d'argent pour lancer le business que vous vouliez lancer, et on l'a vu il y a quelques instants, vous multipliez les acquisitions et les opérations stratégiques financières qui nécessitent des financements importants ces derniers temps. Et donc, aujourd'hui, on a l'impression, c'est pas qu'une impression, on se dit, mais ce mec-là, passez-moi l'expression, n'a pas de problème à trouver de l'argent. Il n'a aucune contrainte financière. Alors, quel est le secret? Comment vous faites? Alors, le plus dur, c'est de commencer. Et une fois qu'on commence et qu'on est dans la spirale, on y va. Alors maintenant, je vais vous choquer peut-être, mais sur les 2 dernières années, j'ai pu lever 400 millions de dollars. C'est un prêt d'État, ça. Alors, 400 millions de dollars, on peut faire le calcul. On a levé de chez la Banque mondiale. On a levé de chez EBRD, la Banque européenne de développement. On a levé de chez Méditerranée Capital, de chez CDG Growth. On a levé de chez SPE Capital. On a levé auprès de Salam. On a levé auprès de plusieurs family offices marocains, Axiom, la famille Tazi de Sotema et bien d'autres. 2 questions qui se posent. Comment il a pu lever autant d'argent? Oui, comment il fait? Parce que quand vous avez la Bird qui rentre chez vous ou la Banque mondiale qui rentre chez vous, croyez-moi, c'est des due diligence qui sont très profondes et très longues. Et donc, on a une équipe qui a fait un travail formidable sur la présentation de nos comptes, de nos chiffres et la manière dont on peut prouver qu'on fait 27% de croissance d'EBITDA. On a fait 16 opérations de private equity, donc qui dit 16 dit que les gens sont rentrés, sont sortis, ils ont fait leur TRI, ils étaient contents, ils connaissent la gouvernance. Les fonds d'investissement qui rentrent chez vous, là, ils ont des DFI et des LPs qui mettent de l'argent, donc ils voient l'évolution de ta structure. Et enfin, on a une stratégie de développement et d'ambition qui est claire et qui est rentable. Donc, on est un groupe rentable, on gagne de l'argent. Et par conséquent, les gens veulent venir avec toi pour gagner de l'argent avec toi. Donc, ce que vous me dites, c'est que vous n'avez pas forcé votre talent pour les investisseurs, pour les convaincre d'investir. Le travail ou le rendement de votre business parle pour vous, c'est ce que vous me dites. C'est ça le secret, en fait. En fait, le secret, c'est d'avoir une bonne équipe de managers autour de vous, de vous entourer des meilleurs et de délivrer des résultats pour que les gens aient envie de travailler avec vous et d'être avec vous. Je veux dire, pourquoi la Banque mondiale choisirait Monsef Belkhiat par rapport à quelqu'un d'autre? Tout simplement parce que il y a un projet qui est intéressant, qui a fort impact, qui est rentable, et il y a une vision stratégique. Donc, j'ai vendu cette vision stratégique. Et ma vision stratégique est la suivante. C'est que les 6 pôles dont vous avez parlé vont tous aller en bourse. Et donc, je pars du principe que on veut rester dans la bonne gouvernance, dans la transparence, aller en bourse, parce que je considère que aller en bourse nous permet d'avoir accès à du financement supplémentaire pour pouvoir sortir à l'étranger et de devenir un groupe marocain, drapeau marocain qui opère
partout dans le monde. Et il faut casser ce plafond de verre. Il y a 2 semaines, on recevait Adil Doueri qui, lui, a justement connaît très très bien la bourse. Et il y a une phrase qu'il a prononcée qui a attiré mon attention et je voulais vous la soumettre pour voir si vous partagez sa vision. Il a dit si on avait 400 sociétés, entreprises marocaines cotées en bourse au lieu de 80, le pays changerait de vitesse et de modèle. Il suffit de lire le nouveau modèle de développement présidé par Si Chakib Ben Moussa. Le nouveau modèle de développement vous dit, d'ici 2035, le Maroc doit être à 300-350 sociétés cotées. Si on fait le calcul, il faudra coter à peu près 30 sociétés par an, c'est-à-dire 2 à 3 sociétés par mois. Aujourd'hui, on en fait 2 par an. À titre comparatif, la bourse de Riyad fait 80 cotations par an. Maintenant, il faut avoir les entrepreneurs qui voudraient aller en bourse. Et pour ça, il faut changer de logiciel. Le changement de logiciel, il dépend clairement de la culture. Barakam le noir. Parce que le noir, il détruit de la valeur. À long terme, il détruit de la valeur. Et réfléchissez à votre transmission, messieurs. Réfléchissez au fait qu'une entreprise doit être pérenne après votre départ. Et donc, le noir détruit de la valeur. Par contre, être transparent permet d'avoir des solutions de financement, d'ouverture de capital qui sont intéressantes à travers des fonds et ensuite à travers la bourse. Deuxième élément, c'est qu'il faut arrêter de se dire « je veux avoir 100% de tout ». Moi, quand je prends la décision de lever les 400 millions de dollars dont je vous ai parlé, j'ai accepté de me faire diluer dans la holding, dans chacun des pôles. Et par conséquent, il vaut mieux être actionnaire moyen, même petit, d'un grand ensemble que grand actionnaire d'un tout petit ensemble. C'est le choix que j'ai fait. Mais accepter la dilution est un élément extrêmement important. Accepter d'avoir des associés, d'avoir un conseil d'administration et un board dans lequel il y a différentes personnes. Voir ça comme de la diversité qui va apporter de la valeur plutôt que des associés qui vont vous bloquer. C'est faux. Donc, il y a un changement de logiciel clair et je pense qu'aujourd'hui, l'État, le gouvernement a fait un travail très correct sur le sujet puisqu'il y a des incentives. Quand vous cotez une entreprise avec 20% de flottant, vous avez un abattement d'IS de 50% pendant 3 ans. L'État et la bourse font tout pour inciter notamment les TPME marocaines à grandir et à s'introduire en bourse, mais on va dire qu'il y a beaucoup de réticence. Il y a une belle vague en ce moment à prendre. Je dis à tous les entrepreneurs marocains, structurez vos affaires. Peut-être que le ministre de l'économie, la ministre de l'économie et le ministre du budget pourraient faire une amnistie pour ceux qui veulent décider de définitivement passer du noir vers une comptabilité transparente. La politique de Afallah wa Massalaf, c'est ça? Là, mais chez Afallah wa Massalaf. C'est-à-dire qu'il y avait un contexte. Le contexte est en train de changer. Le Maroc est en train de changer. On est en train de devenir un pays émergent. 2 années de suite à 5% de croissance. Cette année, probablement 6,5%. On est en train de rentrer dans un cycle de 3 années de croissance à plus de 5% qui va mettre le Maroc sur une autre dimension. Moi, je parle pas de la CAN ou de la Coupe du Monde. Je pense que finir l'année à un déficit budgétaire de 3,5 en ligne avec les règles de Maastricht et surtout une inflation à moins de 1% et surtout un dirham qui est fort avec des réserves de aujourd'hui plusieurs milliards de dollars qui nous placent à la 3e place des pays arabes fait qu'on doit être très fier de la manière dont notre pays est géré d'un point de vue macroéconomique. Maintenant, sur le plan microéconomique, moi je dis que c'est les entrepreneurs privés qui doivent prendre le relais et investir. Aujourd'hui, 2/3 c'est investi par le public, 1/3 par le privé. Il faut renverser. Justement, c'est l'un des objectifs. Pardon, Aziz, parce que cette question est très intéressante. C'est l'un des objectifs de la nouvelle charte de l'investissement, c'est effectivement que l'investissement privé prenne le pas sur l'investissement public et d'inverser la tendance. Aujourd'hui, le constat, il est très simple. On peine à inverser cette tendance. Je crois, de mémoire, on avait un objectif déjà en 2026 d'équilibrer la balance à 50-50%. Du point de vue de l'homme d'affaires et du businessman que vous êtes,
Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'écosystème entrepreneurial marocain, des investisseurs privés marocains, ou est-ce que le problème est ailleurs? Le problème est chez les entrepreneurs marocains. On n'a pas assez d'ambition. On a l'impression qu'il y a un plafond de verre. Il faut le casser. Il faut se dire que le Maroc mérite d'avoir des entrepreneurs qui grandissent au Maroc, mais au-delà du Maroc. Aujourd'hui, j'ai des opérations en Europe. J'ai acheté il y a 2 ans un réseau de distribution. J'ai des opérations à Singapour. On est dans une participation distributeur de Procter & Gamble, distributeur de Kellogg's, distributeur de Philips, etc. Donc aujourd'hui, nos opérations sont en train de devenir internationales. On a des opérations en Tunisie, on est en train en ce moment d'acheter des entreprises en Égypte. J'ai pas peur. Et puis, je vais vous dire, supposez même que vous vous trompez. Quand vous êtes un bon entrepreneur, vous allez faire peut-être 9 bons deals, un mauvais deal, vous allez échouer. Mais un entrepreneur qui réussit, c'est celui qui a échoué, mais qui a continué. Donc, il faut de la résilience. Échouer, c'est pas grave. Moi-même, j'ai échoué à plusieurs reprises dans ma vie, mais j'en suis pas mort. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, c'est quelqu'un qui laisse pas indifférent. Je suis fier d'avoir échoué. Ça m'a créé une courbe. Une courbe d'expérience qui est extraordinaire et qui fait qu'in fine, voilà. Quand j'ai dit effectivement, il y a juste ce titre que vous ne laissez personne indifférent, je pensais plus au personnage que vous êtes, parce que généralement, c'est des hommes comme vous, soit on les aime, soit on les déteste. Et c'est vrai, j'imagine que vous savez l'avez ressenti. Parce que vous êtes dans une culture où les codes au Maroc sont des codes, il faut raser les murs, se faire discret, ne pas communiquer. Moi, je suis un communicant. Maintenant, la communication m'a aidé à lever des fonds. Et donc, la communication a été créatrice de valeur pour moi. Maintenant, ça fait de vous un personnage différent, parce que vous n'êtes pas dans les codes, peut-être même clivant, mais croyez-moi, Khoya Monsef a beaucoup de partisans. Alice Boussa, tiens, la perche est lancée pour parler politique. Khoya Monsef, انت كمقاول عندك الرؤيه الشامله، عندك الطموح، عندك الجرأه، عندك هذا، ولكن vous restez quand même, là tu restes quand même une forme de météorite, comme j'ai dit tout à l'heure. Et à 2 reprises, tu as dit quelque chose d'extrêmement important à mes yeux personnels, il faut casser ce plafond de verre et partir. Alors, j'aimerais bien voir des entreprises marocaines en Europe, des entreprises marocaines en Asie, et pas seulement que sur notre continent ou la conquérant dans notre pays. Johanna, je suis optimiste. Il y a en ce moment un mouvement extraordinaire chez les jeunes qui ont entre 20 et 30 ans, qui sont au Maroc et qui sont dans la diaspora, notamment européenne, et un petit peu à Dubaï, qui sont innovants, qui sont en train de créer des startups avec un mouvement où ils veulent rentrer au Maroc. Il y a un mouvement de retour de notre jeunesse avec un potentiel de dynamique entre 20 et 30 ans qui est extraordinaire. Je le sens, je vais souvent faire des conférences dans les grandes écoles. Est-ce que tu as des indications, des chiffres sur ça? Parce qu'on en parle beaucoup, mais je passe cette impression. Non, j'ai pas de chiffres, mais c'est une grosse tendance. Alors, je vais être très honnête avec vous. Je ne sais pas pour quelle raison, mais la plupart des jeunes, ils vont faire des études, ils sont là-bas, ils travaillent 3-4 ans, ils réfléchissent à leur projet entrepreneurial et ils veulent rentrer. Et souvent, ils me contactent pour voir comment ils peuvent être financés, comment ils peuvent lancer leur plateforme, etc. Moi, je reviens de Dubaï, il y avait le salon de la santé là-bas, un salon extraordinaire. 1 million de visiteurs sur 4 jours. On mérite aussi d'avoir des salons de cette taille et je pense que le maïs au Maroc a un potentiel assez intéressant. Il y a Gitex qui est en train de bouger sur la partie technologie, sur la partie santé. Mais j'ai rencontré 2 jeunes start-upers au Maroc, marocains, qui lancent leur start-up à Dubaï et qui visent le marché de l'Arabie Saoudite, des Émirats, sur de la médecine préventive et de l'intelligence artificielle. Moi, j'étais très fier de voir ce qu'ils voulaient faire, à tel point que je leur ai proposé qu'on investisse chez eux et ils ont refusé mon investissement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils considèrent que leur idée a tellement de potentiel qu'ils veulent pas se diluer trop vite et dès à présent. Et j'ai respecté leur décision et j'espère qu'un jour,
ils changeront d'avis et qu'on pourra faire des affaires ensemble. Ou bien ils ont senti le danger, Monsef Belkhiat, ils ont pris la fuite. Je termine parce que je n'ai pas fini. Tu as parlé de Monsef, de Moulay Hafid Alami, de Si Atbal Benjelloun, de Si Mohamed El-Ktani, qui ont été tes bienfaiteurs quelque part. Est-ce que Monsef Belkhiat a pensé aussi à créer une école de l'entreprise? Parce que vous en avez parlé tous les deux. On a un problème d'entrepreneurs, d'entreprenance. حنا المغاربه تنقول logiciel changer de logiciel. شي واحد اللي نجح عندنا حنا في المغرب تنقولوا ليه تاجر بيع وشري. La création de valeur, la création d'industrie manque. Est-ce que tu n'as pas pensé à créer cette تاجر والربح في الشراء, ce qui est complètement faux. Chez un entrepreneur, الربح ماشي في الشراء. Tu peux surpayer en achetant quelque chose. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Quelle est la création de valeur? Tout à fait. سبع صنايع ورزق ضايع. La question que vous m'avez posée tout à l'heure en disant est-ce que vous n'avez pas peur? Etc. Donc on a une culture qui est plus commerçante qu'entrepreneur. Voilà. Et c'est ça qu'il faut changer. Ça c'est culturel. Est-ce que tu as pensé à créer? Tu as eu plusieurs affaires, Est-ce que tu as pensé à créer quelque chose comme ça, une sorte d'incubateur, une sorte? Tu donnes des conseils à des gens, bien sûr, qui vont faire l'entrepreneur de demain. Moi, ça me fait de la peine quand je vois qu'on fabrique pas un truc comme ça, par exemple. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Bon, jusqu'à présent, je participe beaucoup dans les universités à faire des conférences. Je suis souvent invité pour parler aux jeunes. On a une fondation qui est la fondation Dislog, dans laquelle on aide des jeunes entrepreneurs, mais on aide aussi des jeunes orphelins pour faire leurs études. Ce matin, on a fait un move intéressant par rapport à 2 orphelins pour qui on prend en charge leurs études, etc. à l'université. Mais l'idée de faire une école d'entrepreneuriat, on l'a pas encore mise en œuvre. Mais par contre, j'appelle à créer un club de business angels. Setzman, c'est en sachant que chacun fait à lui de manière individuelle. Mais ça peut être une bonne idée assez Aziz que tu puisses structurer un club d'entrepreneurs marocains qui puissent lancer une école d'entrepreneuriat pour aider les jeunes à entreprendre et à créer une plateforme dans ce sens. Le temps passerait très vite. J'ai un dernier axe que j'aimerais développer avec vous. C'est le volet mais on n'a pas de contrainte de temps. Oui, mais il faut quand même que ce soit digeste pour les gens. Moi, je suis prêt à rester. Moi, je suis prêt à rester 1 heure et plus avec vous, mais on doit conclure sur une séquence et je veux qu'on conclue sur la séquence politique. Rocco Monsef a quitté la scène en 2019. Exact, décembre 2019. En décembre 2019. Rocco Monsef, c'est de l'histoire ancienne? Non, alors Rocco Monsef est toujours là parce que j'aide beaucoup les jeunes. Et non, je suis toujours comprenez présent. Le sens de ma Non, mais encore une question. fois, Rocco Monsef est un concept, est une marque qui peut-être que je devrais la déposer, mais elle est de vous, tiens, elle est de vous ou c'est une agence de com qui vous l'a suggéré? Non, soyez honnête. Elle est de moi et de mes équipes qui avions géré ma campagne publicitaire 2015 sur le régional. Ouais. Ça nous avait tous marqué ce truc de Khoya Monsef. Il fallait oser. C'était la première campagne digitale à l'époque du Maroc et c'était marrant parce que j'ai un ami au ministère de l'Intérieur qui me disait qu'il y avait des paris pour savoir si cette campagne allait réussir ou pas. Et les paris tendaient sur le fait que ça allait pas réussir. Et la réalité, c'est que c'était le départ de l'importance du digital dans notre pays. Alors, qui a été initié pendant le printemps arabe. À l'époque, c'était Facebook, Twitter. Maintenant, c'est en train de changer. On est de plus en plus... toujours sur Facebook pour une certaine classe sociale plutôt arabisante et sur LinkedIn pour une classe sociale un peu plus moderne, internationale, etc. Alors, Rocco Monsef, c'est pas seulement la politique, c'est aussi l'entrepreneuriat parce que quand vous êtes entrepreneur et que vous créez des jobs de manière continue, c'est une forme de militantisme. Donc, militer au Maroc, c'est pas seulement aller dans une réunion politique et de donner son avis sur un plan politique, c'est aussi entreprendre, créer des emplois, créer des jobs. Vous avez parfaitement raison. Ma question est très simple. L'action partisane, c'est fini? C'est fini. Ok. C'est fini. Ça ne vous manque pas? Il y a eu des rumeurs sur le RNI. Il y a eu même un article de Média 24 en disant et la réalité. Forcément, on pense à un ancien RNiste qui était très influent au sein du parti pour éventuellement prendre la suite. C'est fini. On a même parlé d'un article d'un journal pour la CGM
pour les élections qui vont arriver. Je vous le dis de manière très claire, ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un focus sur continuer à développer et créer de la valeur pour moi, pour mes actionnaires, à travers 6 introductions en bourse sur les 5 prochaines années. Très bien. Donc peut-être une question ça mérite d'être clair. Rapidement, peut-être une question. La dernière. La dernière, la toute dernière. Vous avez quitté le RNI sur un succès. On ne peut pas dire autre chose. Vous avez été ministre, vous avez été élu, vous avez été. في الاعتقاد ديالك اش اللي خلاك تخرج من الRNI واش اللي خلاك تعتقد انك المهمه السياسيه ديالك سالات؟ Alors je vous explique. C'est tout simplement le fait que comme j'ai décidé d'ouvrir mon capital à des fonds d'investissement internationaux, l'une des conditions pour les fonds d'investissement, c'est de ne plus être politiquement exposé. Pas avoir de conflit d'intérêts. Et c'est une question de conflit d'intérêts, c'est aussi les banques. Les banques qui considèrent que quand tu es PEP, pour faire un transfert, quel qu'il soit, tu dois expliquer l'origine de l'argent, etc. Donc le monde a changé. Et donc je le dis de manière très claire, la politique et le business ne se marient pas. Il faut choisir entre la politique ou le business. Et à partir de cet instant-là... Ça aurait été bien de recevoir il y a 2-3 ans. Absolument, ouais. C'est ce que je me suis dit à l'instant. Il y a 2-3 ans... Bon, maintenant, après les IPO, who knows? Parce que les priorités dans la vie changent. Mes priorités aujourd'hui, c'est de faire 6 IPO, ça va prendre 5-6 ans. J'ai aujourd'hui 56 ans, je devrais finir à 62 ans. Bon, on se fixe toujours des priorités différentes dans la vie. Oui, écoutez, c'est Monsef Belkhiat. Ça fait Céline? Céline, hein, c'est fini. Le temps passe très très vite, justement, parce que la discussion est agréable et on a pris du plaisir à échanger. En tout cas, bravo pour ce que tu fais. Merci beaucoup, Monsef Belkhiat. Merci beaucoup. Et à bientôt sur Média 24. J'ai été ravi d'être avec vous. Plaisir partagé. Nous allons poursuivre cette émission, puisque une dernière séquence nous sépare de la fin de l'émission. On va retrouver Aziz Bousta dans quelques instants, juste après la pause, pour sa chronique hebdomadaire. À tout de suite. Suite et fin du 12-13, toujours sur Média 24 et toujours avec Aziz Bousta que l'on retrouve maintenant pour sa chronique hebdomadaire. C'est l'heure de l'œil de Aziz Bousta. Alors Aziz, cette semaine, ton œil se porte sur un dossier complexe, le dossier du Sahara marocain. Tu nous proposes un retour synthétique en quelques minutes sur une affaire aussi complexe que celle du Sahara. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'affaire, la question et l'exercice est ardu, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, difficile, parce que ça fait quand même 50 ans, Adil, que cette affaire dure. Il faut croire que nos voisins algériens ont vraiment la tête dure. 50 ans de guerre décalée, déclarée effective sur le terrain, de guerre réelle dans les aréopages diplomatiques, de coups bas et de bassesse, où la hauteur de vue est forcément inconnue. Si de 75 à 91, c'était la guerre, depuis 91, c'est une drôle de guerre en référence à la Deuxième Guerre mondiale, où l'armée marocaine va qu'à ses diverses occupations, tandis que les mercenaires du Polisario, venant de partout, eux se terrent dans leurs trous. De toutes les façons, le mot guerre est impropre, car pour qu'il y ait guerre, il faut 2 armées. Et que ça, tu le sais. Oui. Mais il n'y en a qu'une seule, c'est celle du Maroc, les forces armées royales. Et si on compte celle d'Algérie, ça fait en effet 2 armées. Et l'Algérie devient partie de ce conflit. De toutes les façons, elle l'est, mais elle est aussi la seule qui le voit pas. Même le Polisario le dit qu'elle est partie, c'est dire. Mais depuis 2020, c'est un autre type de guerre qui se déroule. La cause est qu'en novembre de cette année de grâce, l'armée royale a fait le ménage à Guergarat pour nettoyer l'endroit de ces mycoses qui commençaient à sentir un petit peu. Alors, curieuse coïncidence, moins d'1 mois après, Donald Trump faisait son fameux tweet, son tweet historique sur la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Le hasard n'existe pas. En diplomatie, en géopolitique, non. Et depuis, le Polisario se fend de communiquer. Ils ont dépassé le millier qui présente la région comme un nouvel Al-Alamein. Bon, quand on a Dakhla, quand on a Lyoun, tout ben, alhamdoulilah, tout va bien. Mais depuis aussi, les Marocains ont bien travaillé, convainquant, depuis donc le tweet de Trump, en convainquant tour à tour l'Espagne, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, le groupe de Visegrad, l'Union européenne et d'autres plus lointains encore. Le Polisario, résultat piaf de douleur. L'Algérie se gratte, mais le Maroc avance tranquillement, sereinement,
jusqu'à cette fameuse résolution 2797 du 31 octobre dernier. Mais maintenant, on y voit un peu plus clair, j'imagine, non? Oui, cette résolution 2797 bouscule toutes les précédentes adoptées sur le Sahara. Globalement, le plan marocain d'autonomie devient la seule base de discussion. L'Algérie est officiellement partie. Les partis et les amis sont instamment invités à s'impliquer plus, mieux et vite. Et un délai est donné pour régler l'affaire et penser enfin à autre chose. Penser enfin à autre chose. L'action est donc entreprise et sa première déclinaison est la réunion de Madrid, la semaine dernière. 3 choses importantes s'y sont déroulées. 1. Le Maroc présente un plan d'autonomie qui passe d'un cadre global en 3 pages, la proposition de 2007, à une proposition détaillée en une 40aine de pages. Elle n'est pas publique parce qu'on comprend que ce genre de choses doit rester confidentielle et discrète. Oui. 2. L'Algérie est présente comme partie du et au conflit, comme elle l'a toujours été et comme elle l'a toujours nié et dénié. Face aux Américains, c'était difficile de continuer de le faire. On sait qu'ils sont pragmatiques, nos amis Yankees. 3. Les discussions sont serrées, les mâchoires des Américains se serrent de plus en plus et les taux se resserrent de plus en plus aussi sur nos irascibles voisins et néanmoins incorrigibles frères. On ne sait rien de ce qui s'est passé la semaine dernière à Madrid, sauf que le théâtre des opérations était la résidence de l'ambassadeur américain en Espagne, que le plan marocain a été adopté et retenu comme document technique et que personne ne veut rien dire. Absolument rien. Et même l'envoyé américain est par ailleurs gendre de Donald Trump. C'est pas son gendre, c'est le père de son gendre. Et oui, donc il s'est retenu de donner toute info, se contentant d'affirmer que les choses avancent désormais après 50 ans. Et donc on n'a rien à se mettre sous la dent aujourd'hui sur cette question? Pas tout à fait, Adil, pas tout à fait. Plusieurs éléments s'accumulent déjà qui ne veulent sans doute rien dire aujourd'hui, qui sont le fruit de l'imagination de celui qui se veut analyste que je suis, mais qui peuvent donc gagner, ces éléments, gagner en importance demain. Alors, j'en ai listé 3. 1. La rencontre sous l'autorité de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU ne s'est pas tenue à New York ou même à Genève, qui sont des sièges de l'ONU, comme chacun sait, toi aussi tu le sais, mais à Madrid, là où avaient été signés les accords du même nom, en novembre 75, les fameux accords de Madrid. L'Espagne, ancienne puissance coloniale, prête juste son territoire sans participer au débat, sachant que la résidence de l'ambassadeur est un territoire américain. C'est pas grave, c'est un petit détail. 2. La France, ancienne puissance coloniale de l'ensemble de la région, aura brillé par son absence. Est-ce qu'elle est exclue des négociations? Est-ce qu'elle en est seulement tenue à l'écart? Pour l'instant, on le saura plus tard. Toujours est-il que Paris esquisse un rapprochement avec Alger. Le ministre de l'Intérieur français était, il y a quelques jours, en Algérie, à la grande joie des Algériens qui recevaient le ministre de l'Intérieur de la République française. 3. Les États-Unis, clairement, prennent le parti du Maroc. Ça a été dit et redit, mais ils ménagent tout autant l'Algérie car ils ne sont pas encore énervés face à sa mauvaise foi, sa légendaire mauvaise foi. Ils en attendent de l'Algérie, les Américains, ils en attendent les richesses minières, énergétiques et aussi l'emplacement géopolitique. Pour l'instant, mais attends que Donald Trump s'y intéresse vraiment et s'énerve sur la question algérienne. Peut-être que le ton changera vis-à-vis d'Alger. Oui, mais bon, rappelez-vous qu'il y a un an, juste après le retour de Donald Trump dans le bureau ovale, l'ambassadeur algérien à Washington avait proposé le pays tout entier aux Américains, sol, sous-sol et le sourire de Tebboune en plus. Mais n'oublions tout de même pas que Rabat est l'allié de Washington dans bien des domaines depuis bien longtemps et surtout avec le nouveau Conseil de la paix que le Maroc a été parmi les premiers à signer, voire même le premier à signer. Tiens, puisqu'on parle du Conseil de la paix, et si ce format auquel adhérera Poutine en attendant la fin de la réflexion de Xi Jinping, et si ce format servait de cadre alternatif à cette affaire du Sahara. On verra bien. Allez savoir. Alors, Alger dans tout ça, les généraux et leurs créatures civiles et hautement comiques, Abdelmejid Tebboune, sont tout à leur guerre contre le Mkhazen, comme il l'appelle, ne comprenant pas que la patience de l'oncle Sam est bien plus réduite que celle de Marianne. Il arrivera un moment où, à force de blocage et de verbiage, les Américains hausseront le ton. Ça ne saurait tarder normalement. Et c'était l'œil de Aziz Bousta pour cette première chronique hebdomadaire ramadanesque, puisque c'est la première chronique. Alors pourquoi tu dis ramadanesque? Quand je dis ramadanesque, je me suis ramadanienne. Elle dit ramadanesque, parce que j'ai entendu, je l'ai pratiqué. Mais si tu veux qu'on change, on change. Ramadanienne. C'était la première chronique hebdomadaire ramadanienne de Aziz Bousta. Merci beaucoup, Aziz. À la semaine prochaine. On a eu une émission très chargée et très intéressante cette semaine avec des profils très intéressants. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que le contenu de cette émission vous plaît, que vous êtes un fidèle lecteur et téléspectateur désormais de Média 24. Je vous souhaite évidemment un très bon Ramadan. Allah yadkhil alaykoum sahha wa salama et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit, tous les jeudis à partir de midi sur Média 24.